Bon après-midi. Hello everyone. Good afternoon. I hope you enjoyed your lunch. J'espère que vous avez profité de votre temps de dîner et que vous avez bien mangé. Mon nom est Justin Johnson. Je suis le chef de la direction de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba. I am the Chief Executive Officer of the Association of Manitoba Bilingual Municipalities. We regroup 15 bilingual municipalities here in the province, and we offer them French language services in our municipalities. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le professeur Gilles Levasseur, professeur de l'Université d'Ottawa. Je vous ferai une brève description de votre biographie. Donc, Gilles est avocat et professeur universitaire de droit, de gestion et d'économie et est activement impliqué dans les dossiers se rapportant aux droits constitutionnels, dont les droits linguistiques au Canada. Il a agi comme expert constitutionnel auprès du programme d'appui aux droits linguistiques. Et fort d'une vaste expérience dans le domaine de la langue française, il a siégé sur plusieurs organismes nationaux et provinciaux, entre autres à titre de président du Conseil de coopération de l'Ontario et du président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario. Il est aussi membre fondateur de l'Association nationale des coopératives regroupant les coopératives francophones et anglophones à travers le pays. Il en a aussi été un administrateur. Il a, entre autres, été président du regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien, président de la Conférence d'expression française de Common Law du Bureau canadien, président du Comité des usagers postaux pour Poste Canada, président du Comité des langues officielles du Bureau de l'Ontario, trésorier de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Saviez-vous, monsieur, que j'occupe ce poste présentement aujourd'hui? Il est un homme très occupé. Auteur de 8 livres, dont 3 sur la situation des francophones en Ontario et au Canada, Gilles a obtenu l'Ordre de l'Ontario, l'Ordre des francophones d'Amérique, le prix de lieutenant-gouverneur de l'Ontario pour la protection et la préservation du patrimoine franco-ontarien, une distinction du gouvernement de l'Ontario pour son bénévolat dans les organismes francophones, ainsi que les 2 médailles du jubilé de Sa Majesté la Reine pour sa contribution à la francophonie canadienne. Il a aussi reçu le prix Séraphin Marion octroyé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour sa contribution à l'essor de la francophonie hors Québec et tout récemment l'Ordre des caisses populaires pour sa contribution à l'essor des coopératives au Canada. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Levasseur, et je vous cède la parole. Le titre de ce panel s'intitule « Le succès des cas électroniques dans la prestation de services gouvernementaux, les exigences des services linguistiques ». Donc, à vous, Monsieur Levasseur, pour une présentation d'environ 20 à 30 minutes. On suivra avec une période de questions. Alors, merci beaucoup, tout le monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? À tout moment, vous pouvez intervenir. Ce que va-t-il pour tout le monde, c'est que vous avez une opinion, une réaction, un commentaire, you would have a question, a perspective. This is the point of having more a form than just a pure, formal lecture. So at any point, please intervene and make sure that you have that opportunity to actually, express your views. La présentation va être en français, mais à tout moment, on intervient en anglais. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires en français, vous pouvez me le demander en anglais, je vais le faire en anglais. Donc, on m'a demandé de faire une présentation uniquement en français. Alors, c'est pour ça que je parle en français, mais j'ai aucun problème à faire de la traduction ou communiquer en anglais à tout moment. Ça va-tu pour tout le monde? Juste que vous soyez tous confortables. Donc, le but au départ de la présentation, c'est la technologie et le cas des services qu'on offre à un citoyen en fonction des obligations législatives. Ce que l'on voit apparaître, c'est que de plus en plus, il y a une demande pour un meilleur service gouvernemental dans la langue de choix du citoyen. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette demande-là? Qu'est-ce qui fait cette demande-là? Au départ, c'est que les gens ont des attentes plus élevées envers l'État. Les gens veulent beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'ils avaient comme attente auparavant.
Et vous allez voir qu'il y a une impatience qui existe du citoyen dans la réception du service gouvernemental. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le fait qu'au départ, les gens payent plus d'impôts qu'auparavant. Le revenu disponible est beaucoup plus limité et les gens regardent pour se dire qu'est-ce que ça va donner de payer des impôts et de ne pas avoir le service qu'on veut dans le délai prescrit. Mais avec cela, notre société vit l'instantané. Autrefois, on avait la chance d'accepter le délai. Aujourd'hui, il n'y a plus de patience. Il y a une impatience qui fait partie du rituel, puis ça se pousse de plus en plus, puis on le voit ça apparaître, par exemple, dans le cas où est-ce qu'on a toute l'accessibilité des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont amené le fait que les gens ont des comportements qui sont à l'extérieur des normes traditionnelles du 8 à 4 ou du 9 à 5. Puis pour les fonctionnaires, plusieurs d'entre vous, vous avez compris que très souvent, votre téléphone cellulaire est comme attaché à votre réalité de vie. Puis même si vous êtes à la maison, les fins de semaine, en vacances, vous lisez vos courriels, vous faites partie du système parce qu'il y a comme une impatience qui amène des plaintes, puis qui amène tout un système à vouloir toujours plus rapidement. Et c'est étouffant pour vous autres. Puis il arrive qu'il y a un épuisement, puis on n'est pas capable toujours de faire les deux en même temps, et le service et une vie professionnelle normale. Parce qu'il n'y a pas une norme dans notre système canadien sur la déconnexion de l'Internet. Ce qui existe dans d'autres pays, ça n'existe pas dans notre Code canadien du travail. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est toujours pogné, puis vous allez me dire, oui, mais on est capable de fermer notre cellulaire, mais il y a toujours la pression du patron et de l'image qu'on se donne au sein de l'organisation qui nous oblige à agir. Puis vous pouvez tous me dire, ah, c'est pas grave, on est capable d'accepter que notre patron soit fâché ou qu'il soit déçu, mais vous savez très bien que quand on veut progresser et on va avoir une promotion, on va faire le nécessaire. Alors, ce qui fait en sorte que ça amène toute cette routine-là, cette exigence-là de service. Donc, une société qui réagit beaucoup plus rapidement, une société qui attend des services, les attentes sont là, mais il y a une autre chose qui se présente dans notre société, c'est la dépendance sur les outils technologiques. Regardez, vous êtes ici à l'Institut, congrès annuel, où est-ce qu'il est votre programme? Vous n'avez pas de version papier. Ce matin, dans la présentation, on nous fait jouer avec des applications. Donc, ce qui arrive, c'est que la société a fait ce virement-là et tout le monde vit ce mouvement-là. Donc, c'est comme si c'était devenu un mal nécessaire. Mais on ne réalise pas, Facebook fait seulement 13 ans qu'il existe. Tu sais, on ne réalise pas, fait seulement 13 ans que Facebook existe. Donc, mais c'est devenu comme une tache de graisse sur notre chemise. Parce que ça fait partie de notre milieu. Donc, d'où l'importance de comprendre que dans le service gouvernemental, les obligations informatiques, technologiques sont devenues omniprésentes. Le budget moyen d'un ministère gouvernemental, si on fait une moyenne canadienne, c'est que 11 des moyens alloués actuellement sont pour les formations et les outils technologiques. 11 On ne réalise pas ça. Nous autres, on prend pour acquis que, bon, ça fait partie du décor, comme si c'était toute chose. Mais à chaque année, il y a une progression de l'enveloppe monétaire vers la technologie. Et ce qui fait en sorte qu'on coupe ailleurs pour être capable de pouvoir faire le nécessaire. Alors, des fois, je regarde à gauche, pas à droite, c'est parce que l'écran ici est toujours en train de s'allumer puis de fermer. C'est pour ça que j'ai de l'air un peu cocombe. OK? Alors, le monsieur va nous réparer ça. So, you're fixing all this? Ah, c'est bien ça. Donc, ce qui nous amène à la prochaine acétate. Bon, la prestation dans la langue officielle du citoyen. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau fédéral, il y a des exigences constitutionnelles en vertu de la Charte. Ces exigences-là font qu'en vertu de l'article 20 de la Charte, pour ceux que ça intéresse, la technicalité, l'État fédéral a le devoir d'offrir des services dans des régions désignées. Puis on a un nouveau règlement, c'est les langues officielles, qui vient un peu embellir cette application-là à travers la loi, c'est les langues officielles. Ce qui fait en sorte que le fédéral a ce devoir-là. Mais ce qui arrive, c'est que aussi au Manitoba, comme en Ontario et par exemple au Nouveau-Brunswick, les provinces, dans leur domaine de compétences, ont développé des lois cadres pour définir la prestation des services. Et ce qui fait qu'avec le temps,
ces provinces-là se sont obligées à offrir des services en langue française. Au Manitoba, ceux qui connaissent un peu l'histoire des francophones ici au Manitoba, il y a eu un moment donné où est-ce qu'on a brûlé la maison de la Société des Franco-Manitobains à Saint-Boniface. Dans les années, ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a eu cette crise-là, ce qui a amené le gouvernement à financer des programmes, parce qu'il y a eu une cause devant les tribunaux, puis on a voulu régler la cause, faisant un accord, vous savez, hors cours, et avec cela, on a trouvé une façon de faire adopter une loi cadre pour offrir des services comme tel à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Donc, l'État s'est obligé. Et ce qui arrive, c'est que l'État s'oblige parce qu'il veut corriger souvent des manquements du passé. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est des exemples de réussite linguistique, d'accord? On va regarder des exemples de réussite, on va regarder qu'est-ce qui fait que ça réussit, quels sont les échecs, ça va-tu pour tout le monde? Donc, les exemples de réussite, on voit par exemple que quand on parle de la toile, on dit souvent la toile, on vient de perdre. Okay, la toile, le web, c'est le fait d'être capable de recevoir de l'information dans la langue de son choix. On a vu des progrès phénoménaux en 30 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, sur 10, bien, il y a 30 ans passés, c'était même pas 1. Parce qu'on était capable d'offrir à un citoyen les outils de communication et d'interaction sans obliger le personnel et les ressources humaines à souvent avoir la formation ou les compétences linguistiques. Et je ne veux pas être méchant. Moi, je viens de Toronto, d'accord? Moi, je suis de North York. C'est quoi les chances que mes collègues parlent français avec moi à North York? Donc, ce qui arrive, c'est que je l'apprends, mais si je n'ai pas des collègues, des amis qui parlent français, ou je n'ai pas créé ce cercle-là, je vais parler anglais, pas parce que je ne veux pas parler français, mais ma communauté dans laquelle je baigne, c'est cela. Mes amis, ensuite, ça va être la copine. Vous comprenez? Tout y passe. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est juste l'environnement. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas développé toute la facilité de communiquer en français. Et il y a 6 ans passés, il y a eu un procès contre le gouvernement du Canada, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'anglophones au gouvernement du Canada qui coulent les examens linguistiques. Qu'est-ce qui fait que les anglophones coulent l'examen d'exigence linguistique pour avoir soit le BBB ou le CCC, ceux qui sont au gouvernement du Canada, vous comprenez ce que je dis, puis les francophones passent à la très grande majorité. Et les tribunaux ont exigé de faire des études. Et ce qu'ils ont compris dans la preuve, c'est que l'anglophone n'est pas enrobé de gens qui communiquent en français. Donc, l'oral ne se développe pas. Donc, quand l'oral ne se développe pas, le parler ne suit pas parce que tu n'as pas développé la capacité auditive et ensuite, tu n'es pas capable de t'exprimer. Donc, quand tu viens pour passer l'examen, tu ne le coules pas parce que tu n'es pas intelligent ou que tu n'as pas étudié. C'est juste comme, par exemple, ceux qui apprennent l'espagnol parce que vous allez en vacances au Mexique, vous savez, ou vous savez, là, dans d'autres sociétés, tu sais, des Caraïbes, on va savoir comment commander une bière à la salle de bain, puis on revient au Canada, puis on ne sait même plus comment dire salle de bain. OK? Alors, bref, tout y a passé. C'est la même chose avec le français dans une situation comme le Manitoba. Donc, c'est le fait qu'on n'a pas cela. Tandis que le francophone, il baigne dans un milieu déjà anglophone. Et posez-vous la question, il y a combien de gens ici qui ne sont pas capables de me chanter une chanson de rap ou une chanson des 5-6 dernières grandes vedettes de l'année? Vous comprenez ce que je veux dire, là? Vous êtes tous capables. Combien d'anglophones sont capables de me chanter une chanson en français, sauf Frère Jacques? Puis c'est pas pour être méchant. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vis dans ce milieu-là, donc l'oreille, l'audition se développe. Et c'est pour ça que le gouvernement du Canada n'a pas été tenu responsable pour la quantité d'échecs linguistiques des anglophones, pas parce que les examens sont plus durs ou que la formation n'était pas adéquate, c'est parce que l'environnement dans lequel baigne le citoyen qui travaille pour la fonction publique n'est pas exposé à la langue, donc il perd la capacité de communiquer. Donc, vous allez me dire, c'est important? C'est important parce que souvent, on n'a pas des gens qui sont capables de pouvoir interagir avec nous devant les tribunaux. Par exemple, dans le domaine, par exemple, des demandes de subvention, dans les programmes qui sont rattachés, par exemple, à tout cela. Donc, on a vu un progrès énorme. Puis, on le voit, ça, par exemple, dans le cas des soins de santé, où est-ce que l'État est capable d'informer le public sur des problèmes d'actualité. Je vous donne des exemples, on va le voir, ça, un exemple de santé dans une minute. On voit ça, par exemple, la météo. Vous êtes capable aujourd'hui d'avoir la météo dans la langue de votre choix. Donc,
tu es capable de savoir cela. Mais ça va plus loin. C'est qu'on est capable de répondre aux citoyens. Regardez, par exemple, les nouvelles alertes Amber. Elles sont maintenant, dans bien des régions du Canada, bilingues. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est important? Il n'y a pas personne qui t'appelle, c'est le message électronique qui est passé. Donc, voyez-vous comment on est capable d'aller chercher le citoyen dans la langue de son choix, dans son quotidien. Puis c'est ça qui est important de comprendre. Les réseaux électroniques, c'est dans le quotidien que ça doit se faire. Okay? Pas toujours dans l'espace juridique que les avocats, on aime toujours baigner, puis que personne ne comprend. Je ne veux pas être méchant, il y a comme une clique qui se comprend, puis ensuite il y a le restant du peuple qui essaie de comprendre qu'est-ce qu'on comprend. Okay? C'est ça la réalité. Je m'excuse, vous me le direz si je me trompe, OK? Puis si vous n'êtes pas certain, ceux qui ont connu leur divorce peuvent vous dire au début là, qu'on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. C'est seulement avec le temps qu'on a compris où est-ce qu'on s'en allait parce qu'on avait la facture, OK? Alors bref, bien, je m'excuse, mais c'est vrai, tu sais. Alors moi, dans les cours d'université, les cours de droit des affaires, la première chose que je dis aux gens, si vous voulez savoir comment vous marier, vous devez savoir comment vous divorcer. Quand tu as compris comment tu te divorces, tu comprends comment ça va te faire mal puis comment t'en sortir. Si tu n'as pas compris ça, quand ça arrive, c'est toi le sucker. Les gens n'aiment pas ça, mais c'est un contrat. C'est du droit commercial, du droit civil, comprenez? Ce n'est pas du droit là, de responsabilité amoureuse. Ça, c'est pour les cours de communication. OK? Les cours interpersonnels. Je m'excuse de vous le dire, mais devant les tribunaux, c'est très rationnel. Puis il faut le comprendre. Bon, vous allez me dire, donnez-moi un exemple d'exemple de cela. OK? On voit, par exemple, le suivi d'une personne. J'ai donné des exemples ici. On regarde le cas de naissance. OK? Puis on va regarder tout de suite l'exemple que j'ai. Santé Canada a émis un communiqué de presse le 27 novembre 2018 qui porte sur la consommation du placenta. Parce que dans les hôpitaux canadiens, jusqu'à la fin de 2018, vous avez le droit, comme femme, juridiquement, de posséder votre placenta quand vous accouchez. Donc, ça vous appartient. Sauf que 95% des femmes, lorsqu'ils signent pour aller accoucher, signent sans savoir qu'est-ce qu'ils signent. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va vous faire? C'est qu'on va déjà préparer le document pour que ça puisse aller à une entreprise, d'accord, de cosmétiques. Parce qu'on utilise les placentas pour faire, vous savez, les revitalisants pour shampoing et pour faire de la colle. D'accord? C'est ça qu'on fait. Donc, quand vous avez du shampoing avec ses protéines, donc quand vous voyez le mot protéines, c'est des cellules. D'accord? Soit humaines ou animales. Parce que vous ne les consommez pas, donc c'est ça que ça fait. D'accord? Donc, vous avez le droit d'apporter le placenta chez vous. Donc, on vous donne un beau sac, c'est entre 2,5 et 3 livres. Vous avez le choix de le disposer comme vous voulez. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, quand c'est arrivé, j'ai eu le sac, je me suis dit, pas là, qu'est-ce que je pourrais faire ça? Puis là, il nous donne un livre de recettes sur comment le consommer. Puis là, j'étais là, oh, mauvais gars, OK, c'est pas moi. Alors, j'ai planté, d'accord, un arbre en creusant un trou, puis j'ai mis le placenta, puis j'ai mis l'arbre dessus. D'accord? Ça, c'était mon approche. D'autres peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ça appartient à la femme juridiquement. C'est votre corps. D'accord? Et ce n'est pas du cannabilisme. Okay? Il n'y a rien qui porte là-dessus parce que l'enfant est né à travers le placenta. Donc, ça fait partie de sa réalité dans laquelle il baigne au niveau juridique. Sauf que beaucoup de gens vont vous offrir la capacité de transformer ce placenta-là en pilule. Puis une des raisons pourquoi est-ce qu'on fait cela, c'est parce qu'il y a eu cette tendance-là au début des années 2000 de remplacer les hormones artificielles par les hormones qui se retrouvent dans le sac, le placenta. Le sac contient des éléments d'hormones. Et c'est pour ça qu'on va vider, par exemple, le cordon ombilical, où est-ce qu'on va retrouver les hormones, puis on reprend ça pour cuire dans sa nourriture. Vous savez, donc, lorsqu'on fait cuire du bœuf, du poulet, on fait du riz, on utilise le liquide pour rebâtir de façon naturelle notre cycle hormonal pour ne pas dépendre des hormones artificielles. Donc, ça a amené toute cette industrie de cette notion d'avoir ces produits-là. Donc, Santé Canada s'est mis à émettre un communiqué. Mais je sais que vous ne pouvez pas le lire, mais ce que je veux vous montrer, c'est l'efficacité de l'usage de la notion technologique. Au départ, on vous dit « Santé Canada a connaissance de personnes qui offrent des services pour la préparation de placenta aux fins de consommation. Bien que la décision soit un choix personnel, nous conseillons aux maires, à toutes les personnes qui consomment des produits contenant du placenta, de prendre connaissance des risques de cette pratique. » Donc, voyez-vous, pourquoi c'est important? C'est quand la rumeur commence à partir, les gens disent « Santé Canada a dit de ne pas le faire. » C'est pas ça qu'ils disent.
Il recommande parce qu'il n'y a pas de normes au Canada, comme le don du lait maternel. Exemple, il n'y en a pas de normes. OK? Il n'y en a pas de normes. Donc, ce qui fait en sorte que l'État est capable de dire les mots corrects parce que dans les médias, on va copier ce qui est là. Voyez-vous l'importance d'avoir le message correct? On copie les mots qu'on donne pour ne pas dire Santé Canada interdit cela. C'est pas ça que ça dit. Recommande. Ensuite, on vous donne accès à la norme qui guide cela pour vous dire qu'il n'y a pas de norme. Ça n'existe pas. Ensuite, on vous dit le placenta humain est un matériel biologique. Donc, on vous donne des mots importants, mais on vous envoie ensuite à d'autres sites pour être capable de savoir où vous guider. Donc, voyez-vous l'importance de guider le citoyen, de lui donner les sources et de le faire dans la langue du citoyen parce qu'on utilise les mots corrects. Donc, on a le bon vocabulaire pour bien informer les gens dans la société. Parce que si vous me donnez cette explication-là, moi, je le dis à ma mère. Ma mère, qui a un certain âge, elle va dire à ses sœurs, « Bien, tu sais, c'est interdit de manger le placenta. » J'ai dit, « Maman, c'est pas ça qu'ils ont dit. » « Bien, c'est ça que j'ai compris. »« Maman, ils ont dit, non, on recommande. » Mais pour elle, c'est la même chose. Donc, voyez-vous, l'importance de ces communiqués-là, c'est que ça clarifie les mots, ça donne un débat juste et ça permet aux gens d'être informés. Parce que ce sont des changements. Puis ce que vous devez comprendre, regardez dans vos 20 dernières années la vitesse des changements dans notre société. Il y a 20 ans passés, on avait un dossier qui s'appelle Mme Suzanne Rodriguez, où est-ce que le suicide assisté est interdit. Cour suprême, dans l'arrêt Carter, dit « maintenant c'est permis ». Bientôt, on va baisser l'âge de 18 ans à 16 ans pour le suicide assisté. Okay? Le Québec a fait une demande à la Cour suprême. Donc, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut le faire, parce qu'au Québec, un enfant devient majeur au niveau de la santé à 14 ans. Dans une province de Common Law, c'est 16 ans. Comme au Manitoba, puis en Ontario, c'est 16 ans. Au Québec, c'est 14 ans. Donc, on se dit, à 16 ans, il devrait être capable de faire la demande de suicide assisté. Donc, la Cour suprême doit savoir si c'est raisonnable d'abaisser l'âge à 16 ans. Donc, voyez-vous, c'est des changements sociaux. Regardez combien d'années est-ce qu'on fait vraiment la notion des mariages du même sexe. Puis, on peut aller comme cela. Notre société change immensément rapidement dans ses choix sociaux. Et le problème, c'est qu'on doit informer le citoyen de ces changements-là. Comprenez? Ça va tellement vite que ça va trop vite pour qu'on puisse suivre. Je vais donner un exemple. Moi, je suis un avocat pour un comité d'éthique pour un très gros hôpital, d'accord, à Ottawa. Donc, on fait tous les dossiers d'éthique. L'avocat ne peut pas être rémunéré, il doit être pro bono, c'est-à-dire sans rémunération pour être détaché pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Un hôpital d'une très grande envergure a un budget de recherche par année de plus de 130 millions. Je ne comprends pas que vous comprenez, là. Ça, c'est juste la recherche d'un hôpital, 130 millions. Puis si on inclut les instituts, on dépasse le 250 millions de dollars par année de recherche. On joue bien souvent avec le bon Dieu. OK? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais faites-moi confiance. On fait des choses que, si vous le saviez, vous ne seriez même pas capable d'y penser. Je vais donner un exemple banal. Au Canada, le cancer le plus important pour les jeunes garçons entre l'âge de 18 à 30 ans, c'est le cancer des testicules. C'est le cancer numéro 1. Mais si vous avez un cancer très avancé et vous voulez procréer, notre société permet que le grand-père puisse donner ses testicules à son petit-fils pour qu'il puisse engendrer un enfant. Donc, la question juridique, qui est le père biologique? Il n'y a pas de norme contre ça. Est-ce que vous voyez, je veux dire par là? Donc, ce sont tous des exemples de changements sociaux que nous, on prend pour acquis, mais que notre société change. Puis, les gens ne réalisent pas. Donc, la technologie permet aux gens de suivre l'évolution de la société parce que ça va trop vite et ça continue d'aller plus vite et plus vite et plus vite. Regardez juste le concept de transgenre. Puis l'autre exemple, regardez la nouvelle façon de présenter un handicapé. Vous savez, pour le stationnement, la chaise roulante, maintenant, elle est en avant plutôt qu'en arrière. Si vous regardez la chaise roulante que vous avez traditionnellement, on voit les roues.
Si on voyait la chaise roulante aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plus penché. Et ce qu'on fait, c'est qu'on montre le corps et on a diminué les roues pour démontrer un individu actif, participatif dans la société. Donc, on n'utilise plus l'image des grosses roues, c'est passé cela. C'est un nouveau symbole qu'on a. Mais ce que je veux dire par là, c'est un exemple. Quand ça va être le symbole homme-femme pour les salles de bain, le gouvernement du Canada est en train de revoir ces symboles-là. C'est tous des exemples banals, mais regardez comment la société change. Donc, si je retourne à mon exemple que j'avais cet exemple-là, d'accord? Je ne sais pas si je peux juste... If I can just go back, can you just roll back one of the slides? Excusez-moi. OK. L'autre exemple, regardez au niveau de la chirurgie. OK? Je vous donne un autre exemple de santé. La chirurgie la plus pratiquée au Canada est la circoncision. D'accord? C'est la chirurgie la plus effectuée au Canada, c'est la circoncision. Ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons d'influence britannique et américaine, qui sont dans nos tendances. Vous allez me dire, c'est quoi le point? Seulement 50% des enfants au Canada vivent l'anesthésie quand ils vont vivre la circoncision. L'autre majorité n'ont pas rien. C'est, vous savez, frette, là, comme tu es là, puis ça coupe. D'accord? Mais on vous dit, c'est pas grave, l'enfant ne s'en souvient pas, puis il n'est pas capable de bien sentir la douleur. Puis on va tout vous expliquer. Bon, il y a tout un débat sur cet élément-là. D'accord? Est-ce que c'est de la mutilation génitale? Le débat est ouvert. OK? Ça va être le prochain grand débat de droits humains dans notre société canadienne. Ça s'en vient. OK? Mais la société a besoin de pouvoir être renseignée avec la vitesse de changement. Et c'est ça que fait la technologie. Puis des fois, on a besoin de le lire dans notre langue à nous. Je ne peux pas toujours être obligé d'aller voir ailleurs pour le comprendre. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, que ce soit, par exemple, votre permis de conduire, votre carte de santé, que ce soit, par exemple, tous les éléments de votre régime de pension. La technologie permet d'avoir accès tant au formulaire qu'aux détails, ce qu'on n'aurait pas eu auparavant. Maintenant, ce qui est intéressant de voir derrière cela, c'est que ça doit se faire dans un contexte de l'offre active. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'au niveau linguistique, on a un devoir de respecter l'individu selon les projets. Le problème qu'on rencontre, c'est le fait qu'une société qui vit les droits linguistiques n'est pas pour l'utiliser immédiatement parce qu'il est disponible en français ou en anglais comme au Québec. Vous savez, quand vous avez pendant des années, des décennies, toujours fonctionné en anglais, allez-vous tout de suite essayer de l'apprendre en français puis de l'appliquer en français? Puis je ne veux pas que vous pensiez là, qu'on n'est pas fier de parler la langue de la minorité. Mais si j'ai toujours rempli mes formulaires en anglais, je lis le formulaire en français puis je dis, c'est quoi ce mot-là? Je vais aller sur English. Vrai ou faux? C'est la réalité. Donc, c'est un cheminement qui prend du temps. Comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas s'attendre là, que... Puis deux, si mon conjoint n'est pas la même langue que moi, puis je veux qu'il me comprenne, souvent, on va prendre la langue du conjoint pour qu'il puisse me comprendre. Tu sais, c'est la réalité, ça, de notre société. Puis on voit ça, par exemple, en Ontario, où est-ce que toutes les procédures devant la Commission des droits de la personne sont disponibles dans les deux langues officielles. Puis ce qu'on voit, c'est que seulement 1% des demandes sont en français. Parce que les citoyens ne sont pas capables de comprendre la formule, mais deux, ils ne savent pas écrire en français. Parce qu'ils n'ont pas appris à l'école, ils n'ont pas... Vous savez, le milieu fait en sorte, donc on n'utilise pas le formulaire. D'où le fait que c'est un des éléments qu'on va voir qui amène l'échec. Donc, l'offre active, très souvent, doit nous amener à nous faire comprendre que l'offre est là. Et souvent, on doit être exposé à un appui. Donc, il faut que l'outil soit capable d'être simple. Steak, blé d'Inde, patate. Comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle simple. Steak, blé d'Inde, patate. Vous savez, c'est un pâté chinois, OK? Fait pas ça compliqué comme steak, blé d'Inde, patate. OK? Comme, c'est juste ça. Steak, blé d'Inde, patate. C'est l'expression pour dire que ça doit être très simple. Fais pas ça compliqué, mélange pas les patates avec le blé d'Inde, ça ne marche pas, c'est comme 3 niveaux. Je sais que vous me trouvez très simpliste, mais souvent, on oublie que les gens ont besoin de ça simple. Parce que ça prend du temps à s'acclimater. Puis regardez combien d'entre vous ont de la misère à juste trouver l'application pour iPack. Puis ensuite, là, vous riez de moi, mais ensuite, l'application pour Air Canada pour acheter ou confirmer vos réservations, ça prend un temps. Une fois que tu l'as compris, c'est facile. Donc, c'est la même chose dans les outils technologiques, c'est qu'il faut préparer, il faut acclimater les gens. Okay? Alors,
le fait, c'est qu'au départ, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on veut la technologie. Le citoyen veut être ici capable de parler dans la langue de son choix. Problème, les organisations n'ont pas les gens qui ont les compétences linguistiques. Ce n'est pas parce que vous avez suivi un cours de français pendant 2 mois, 3 mois que vous êtes capable de faire une interaction avec quelqu'un. Je m'excuse, là. Les verbes, les participes passés, là, on dirait que ça nous rend malades, OK? Puis pas parce qu'on ne veut pas l'apprendre, mais il y a toujours quelque chose qui a toujours une exception, puis on l'a toujours croche. Oui. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a les coûts associés à cette notion-là de service. Donc, la traduction, l'harmonisation des textes. Mais il y a aussi toute la culture des gens de se dire « Hey, maintenant, il faut travailler dans une deuxième langue. » Donc, en ayant la technologie, ça nous amène à aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a des échecs? Bien, la première des choses, c'est que la qualité, souvent, du texte dans l'autre langue n'est pas là. Souvent, vous lisez ça, c'est comme aller, par exemple, lire des instructions de IKEA en français. Paf, oublie ça, là, sors-moi le dessin, ça ne vaut pas nulle part, OK? Tu lis le mot, puis tu dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis ceux qui comprennent de quoi je parle, là, essayez de dire cela, puis vous direz que ce n'est pas le cas. 2, c'est qu'on manque du personnel pour être capable de faire la job. Donc, quelqu'un qui est moindrement francophone, on y ajoute la traduction, puis toute la version française qui vient avec. Donc, on vient d'y ajouter cela, puis la personne dit, encore cette obligation-là. Avec cela, c'est le délai dans la traduction puis la révision des textes. Et aussi, l'État n'a pas de conséquences de dommages s'il ne fait pas son obligation. Une des choses qu'on va voir, c'est que vous allez vous plaindre, puis on va vous dire « so what ». On peut se plaindre en Ontario, on peut se plaindre ici, on peut se plaindre tout partout. Ça va prendre 6 mois, 1 an avant qu'on ait une réponse. Entre-temps, on ne savait même plus qu'on a fait une plainte. D'accord? Alors, ce qui fait en sorte que souvent, on tourne en rond. Donc, la technologie permet à passer par-dessus toutes ces difficultés-là, puis d'offrir aux citoyens un service. Maintenant, c'est quoi, quand c'est absent, le citoyen se sent frustré. Mais aussi, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est mal pris, on va appeler le bureau pour avoir un service, puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on fait juste étouffer l'organisation parce qu'on appelle, puis on va chialer, puis on va aller directement au bureau parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais avec ça, l'individu devient de moins en moins autonome. Puis la technologie, ce qu'elle doit faire, c'est de développer l'autonomie du citoyen. Le citoyen va être accompagné par l'État, mais il n'est plus dépendant de l'État parce qu'il a appris à se prendre en main. C'est ça que la technologie doit permettre. Mais c'est un apprentissage qui prend du temps. Les jeunes, là, quand ils font leur demande de bourse pour aller à l'université, là, ils savent où aller, ils savent où cliquer. Ils ne parlent pas à personne. OK? Ils ne savent plus comment aller au comptoir. Il n'y a personne qui va au comptoir à l'université pour faire des changements de cours. Ils vont juste là quand ils ont à se plaindre. C'est le seul temps que tu vas y voir. S'il n'y a pas un problème, tu ne sais même pas que ça existe. OK? Puis c'est ça qui tue les universités, il n'y a plus personne qui est sur le campus. OK? Parce que les gens vont pour le cours, sacent leur camp, puis attendent leurs notes. OK? Donc, ce qui fait en sorte que l'autonomie est là. Mais aussi, c'est parce que l'État n'est pas obligé de faire cette traduction et cette formation-là. Maintenant, pour le citoyen, c'est quoi qui est important? Je m'excuse, je n'ai pas d'écran, donc il faut que je lise un peu ce qui est là-bas. C'est le fait que l'individu a le sentiment d'être respecté et surtout qu'il a le sentiment de participer à quelque chose. Mais maintenant, les erreurs, puis ça, il faut apprendre du secteur privé. Il ne faut pas que ça soit compliqué quand je choisis la langue. Puis le cas, c'est l'expérience McDo. Il faut aller dans tous les McDo au Canada. Avant de choisir ton Big Mac, il faut que tu dises français ou anglais pour emporter ou sur place. Donc, tu niaises pas. Donc, français ou anglais. Alors, moi, je suis allé dans un McDo, j'ai dit français, puis j'étais à Winnipeg. OK? Vous allez me dire, c'est quoi le point? C'est que si vous me mettez au téléphone, puis je vais en ligne, et là, vous allez me parler en français. Par le temps que j'ai l'explication en français, j'ai entendu l'explication en anglais. On est bilingue. Vas-tu aller français, vas-tu te faire peser en English pour que j'aie personne là tout de suite? Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas la rapidité, mais avec cela, c'est qu'il faut s'adapter à la réalité du citoyen dans son langage. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut avoir de plus en plus de figures et de diagrammes. Les gens ont besoin de l'image, du vidéo, du visuel. Les jeunes ne lisent plus. Donc, si vous n'avez pas compris ça, là, vous êtes dans la mauvaise génération, les jeunes ne lisent plus. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le groupe Capital Média, ceux qui sont propriétaires de 6 journaux francophones, viennent de faire faillite. OK? Le Soleil, Le Droit, Trois-Rivières, le groupe vient de faire faillite. D'accord? Donc, pourquoi? Les jeunes ne lisent plus.
J'avais un cours, dernière session de métier de journaliste. On était 42 étudiants. Il y en avait qu'un qui était abonné à un journal. OK? Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut regarder cette notion-là. Mais qu'est-ce qui fait que ça a réussi? Au départ, il y a une relation directe et immédiate. Les gens doivent cliquer tout de suite. Comme si vous avez la chance de cliquer, vous allez cliquer tout de suite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les gens, parce qu'ils sont bilingues, ne veulent pas attendre. Donc, si vous me mettez au téléphone, puis je donne le cas des sénateurs d'Ottawa, d'accord? Moi, j'étais un partisan d'une équipe de hockey, puis on a des billets. Vous pouvez choisir anglais, français. Donc, je choisis français. Puis là, il t'explique tout encore. Mais là, il faut que tu attendes 15 minutes en ligne pour que quelqu'un vienne. En anglais, c'est immédiatement. Vas-tu aller français ou anglais? Est-ce que vous voyez ce que fait la technologie? C'est que ça vous donne l'instantané, ce qui est notre société. Et pourquoi c'est important? Parce que pour que ça puisse se faire, ça commence avec la première des choses, une volonté des gens de faire une différence. Il faut que le patron veuille que ça soit sa réalité. Il faut que les gens y veulent, qu'ils y croient. Mais avec cela, c'est la culture du milieu. Il faut que quand on le fait, on va le faire. Parce que vous devez comprendre, il va y avoir une nouvelle loi sur les langues autochtones. Il faut servir les Autochtones dans leur langue, dans certains milieux, dans certains contextes. Si on n'a pas cette culture-là, on ne sera pas capable d'aller à la prochaine étape. Mais vous allez voir qu'il y a très peu d'Autochtones qui sont capables de lire leur langue maternelle. Très, très, très peu. Okay? Ils connaissent les bouts de phrases, mais il y en a très peu qui sont capables de communiquer de façon continue dans la langue autochtone. Mais ça ne veut pas dire ça qu'on doit s'empêcher d'offrir un service. Avec le temps, avec la formation, on va être capable d'augmenter cette participation-là. Mais ce qui est surtout important, c'est de mettre des contrôles de performance. Puis pour terminer, pour y arriver, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire. Combien ici d'entre vous, vous avez un système, là, soit avec Amazon ou n'importe qui, que quand tu parles le matin, ils te répondent pour dire « Oui, on va avoir un café pour toi » ou « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi » Est-ce qu'il y en a ici qui ont ces bebelles-là chez eux? Personne encore cela? Personne ici? Monsieur, vous l'avez? Puis qu'est-ce que ça vous, c'est pourquoi? Yes, and what do you guys use it for? And then you call up or you just say, hi, what's the temperature today, right? And that's the whole point. The point is that you have access to this. Dans 10 ans d'ici, quand on va aller au guichet automatique, tu vas dire retrait, $200, chèque, d'accord, $20. C'est comme ça va se faire. Ça va être ça dans 10 ans d'ici. Mais si on est capable de le faire pour les guichets automatiques, on est capable de dire formulaire, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire, cela, numéro d'identification personnelle? Est-ce que vous voyez, je veux dire par là? Donc, oui, ça va prendre du temps, oui, ça prend des sous, mais oui, on s'en va vers ça, et c'est ça qui va sauver notre capacité de servir le citoyen, pas pour s'en débarrasser, pour couper des postes, mais pour avoir une proximité et une relation de qualité. C'est ça que vous devez comprendre. Dans les organisations, on utilise la technologie pour couper les coûts. C'est pour ça que ça va nulle part. C'est qu'au départ, il faut mettre de l'argent pour améliorer et ensuite, on peut rationaliser. Mais aujourd'hui, on utilise la technologie pour couper tout le monde, pour être capable de faire cela de façon plus efficace. Puis le problème, c'est que tout le monde est étouffé. Regardez dans le gouvernement. Combien de gens ici peuvent dire qu'ils ont une secrétaire ou un secrétaire pour les aider à faire leur job? Il faut que tu arrives au sommet, mais tu as suivi pendant 30 ans pour arriver au sommet, puis là, les autres, ils ont leurs adjoints, ils ont leur qualité de vie. Mais entre-temps, vous autres, tu essayez de figurer les Excel, puis toutes ces affaires-là pour faire fonctionner les tableaux, puis tu n'arrives plus. Parce que tu passes énormément de temps à faire de l'administratif. Parce qu'on a coupé tous les postes pour rationaliser les organisations. Alors, c'était ça la présentation d'un point de vue. Alors, je m'excuse si j'ai dépassé de 5 minutes. Merci beaucoup, M. Lavasseur, de cette présentation, cette réflexion sur le rôle de la technologie dans l'amélioration de la prestation des services dans les 2 langues officielles. Donc, on vous remercie. Donc, il est maintenant déjà 1h41. Je veux m'assurer d'une période de questions riches de votre part, une réflexion, une discussion avec M. Levasseur. Donc, j'inviterai tout premièrement M. Emmett Collins de la province du Manitoba afin de nous expliquer comment fonctionne la technologie du système Slido.com
Et par la suite, on prendra des questions de votre part et aussi de ceux de Slido. Donc, j'inviterai M. Collins de faire cette explication. Alors là, j'ai un peu peur que Gilles va m'engueuler pour notre utilisation de la technologie, mais on va faire un mélange de questions avec le vieux style, avec les micros. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser l'appli. Dans l'appli, il y a une section Q&A, et puis ça utilise l'application Slido. Alors, quand ça entre, vous pouvez sélectionner la chambre dans laquelle vous êtes, et puis tout simplement poser une question. Puis, vous pouvez aussi voter sur les questions des autres. Alors, les questions les plus votées vont monter. Et puis, c'est comme ça. Alors, on va faire les deux. Vous avez le choix de l'utiliser ou non. Fantastique. Merci beaucoup, M. Collins. Donc, l'équipe du secrétariat aux affaires francophones du Manitoba ont des micros en main. Donc, si vous avez des questions, ce serait le moment de les poser. Oui, monsieur ici. Un micro s'en vient. Bonjour, Jean-Philippe Simard. Je travaille pour le gouvernement du Canada, Service aux Autochtones. Alors, merci. J'ai beaucoup aimé la petite parenthèse sur la loi sur les langues autochtones et puis l'obligation éventuellement de fournir des services dans les langues autochtones. Il y a des langues qui sont plus vivantes que d'autres, je suis d'accord avec vous. C'est là où ce que je veux m'amener aussi en termes d'organisation gouvernementale, aussi avec d'autres Canadiens qui arrivent au pays et qui parlent principalement ni l'une ni l'autre des langues officielles. Donc, comme fonctionnaire, comme agent de service public, c'est quoi les gros enjeux que vous voyez dans le sens de pouvoir avoir des gouvernements puis des services beaucoup plus inclusifs que le traditionnel anglais-français du Trudeau des années 60-70? Vous savez, vous allez peut-être pas aimer la réponse, mais la première des choses qu'il faut se rappeler, c'est que quand vous avez des nouveaux arrivants, à la deuxième, sinon à la troisième génération, à plus de 95% au Canada, ils parlent soit uniquement anglais ou français. Et si on prend certaines nationalités, que ce soit, par exemple, les Japonais, les Néerlandais, à la première génération, ils utilisent l'anglais ou le français à plus de 90% dans leur quotidien. Il y a certains groupes qui sont souvent économiquement plus défavorisés, qui retiennent beaucoup plus la langue maternelle qu'ils ont appris. Et c'est eux autres qui sont les plus durs à intégrer dans le système parce qu'ils n'ont pas cette proximité professionnelle et économique pour échanger. Vous savez, quand tous les matins, il faut que tu ailles commander ton Starbucks, ton café, là, à un moment donné, tu sais comment le dire, là, puis il y a toutes les différentes recettes, tu apprends les mots. Mais si tu habites chez toi, dans ta communauté où tout le monde parle la langue de tous les jours de ta communauté, tu n'es pas intégré dans le système économique. Donc, tu n'as pas le langage de fonctionnement de la société. Et c'est pour ça que les systèmes qui ont été capables de réussir, c'est ceux qui intègrent dans la langue d'origine les individus pour les amener soit à leur formation linguistique, soit à l'intégration des premiers pas d'intégration de la société canadienne, comme avoir la carte de santé, les cartes de travail, si c'est un visa de travail par exemple, ou les opportunités de faire des demandes d'emploi pour les intégrer. Le problème, c'est que plus qu'on accentue cette connaissance de la langue et qu'on la pousse dans un contexte donné, mais qui n'amène pas l'intégration dans le système économique, plus qu'on perd le citoyen à un moment donné parce qu'il s'isole, parce qu'il n'est pas dans la machine de rendement. Ça ne veut pas dire ça qu'il faut totalement éliminer ça. Mais ce que je fais saisir, c'est que les études vont vous démontrer que le plus rapidement qu'ils rentrent dans la machine, ils vont être capables de fonctionner. Ça ne veut pas dire ça qu'on ne peut pas avoir des documents de pension, de santé dans différentes langues pour information. Mais il ne faut pas non plus se dilapider à gauche pas à droite et de se partager les différentes langues au point que l'État est plus capable d'offrir un service de qualité continue. Rappelez-vous, c'est les attentes qui est le plus important. Dans l'immigration, une des choses qu'on va voir dans les études, c'est que quand un pays met clair les standards et les attentes avant qu'ils intègrent la société, les gens
ils vont accepter ou non de vivre dans cette société-là parce qu'ils sont fait dire les attentes. Puis ça, c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Voici nos comportements, voici qu'est-ce qu'on s'attend de vous, voici comment ça fonctionne. Les individus qui viennent comprennent c'est quoi les normes. Mais si ce n'est pas nommé, bien, les gens vont développer leurs propres attentes. Puis s'ils voient que le service est là, ils vont juste augmenter les attentes pour plus de services. Donc, c'est important de l'encadrer et de le définir, mais dans une perspective d'intégration d'un système pour qu'il puisse fonctionner. Beaucoup de gens n'aiment pas la loi québécoise sur la neutralité religieuse au sein des postes d'autorité au Québec. Beaucoup de gens vont vous dire que c'est en violation de la Charte, l'article 2 de la Charte, tout ça. Mais une des choses que la société québécoise veut faire clair, c'est voici le modèle dans lequel nous, on fonctionne et voici les attentes qu'on a. Qu'il y ait violation du droit ou non, ce n'est pas ça le but de la discussion ici. C'est la conception du pourquoi du projet de loi. C'est de créer une norme sociale. Donc, les gens qui sont capables d'accepter cette norme-là vont continuer selon la démarche québécoise. Donc, on va fonctionner avec des systèmes informatiques. Si on n'est pas d'accord, on va aller ailleurs. C'est comme ça que le modèle québécois se fait. Au niveau du gouvernement du Canada, parce qu'on parle pour l'ensemble du pays, on est encore plus neutre, parce qu'on n'a pas ces restrictions-là. Le problème, c'est qu'on impose un fardeau énorme sur la fonction publique. On épuise les fonctionnaires, parce qu'on n'est pas capable de rencontrer les exigences du travail. Oui, on veut bien faire, mais le budget n'est pas là, les temps ne sont pas là, et, je ne veux pas être méchant, mais il y a un roulement qui se fait. Donc, celui qui faisait le programme passe à autre chose. Puis c'est ça le danger, d'où l'importance de mettre clair les normes et les balises par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous devez comprendre que la nouvelle loi, ces peuples autochtones, fait en sorte qu'il y a au minimum 4 langues autochtones qu'on va devoir afficher. Puis quand on parle, par exemple, des Inuits, bien, il y a minimum 2 grands groupes d'Inuits au niveau linguistique. Parce qu'il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de dictionnaire. Ceux qui pensent que c'est tout établi, là, c'est pas vrai. Là. Ceux qui ne connaissent pas les peuples, vous connaissez pas les peuples autochtones, c'est comme les cris, par exemple, d'une région, c'est pas la même que les autres régions. Les Ojibwés ici, qu'on a ici au Manitoba, ils ont leur propre style. Donc, il faut harmoniser tout ça, ça va prendre des années, des coûts et des moyens. Donc, si on ajoute cela à toutes les autres langues, le système ne sera pas capable de pouvoir performer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'information, mais ça ne doit pas devenir une restriction pour offrir un service, mais ça ne doit pas non plus être une obligation parce que si on n'a pas la capacité, on étouffe le système. Fantastique. Une question ici. Bonjour, Marianne Bonnard, gouvernement du Québec. Je travaille au secrétariat du Québec aux relations canadiennes et je suis directrice des affaires publiques canadiennes, réflexion stratégique et francophonie canadienne. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de parler en français. J'aimerais rebondir un peu sur la question qui a été posée précédemment et votre réponse, Monsieur Levasseur. On parle beaucoup dans ces questions-là de la perspective individuelle, mais je pense qu'il faut aussi rappeler que la langue, en fait, c'est l'outil de communication et du vivre ensemble dans un groupe, et que quand on parle de langue officielle au Canada, on parle aussi de la langue comme instrument d'expression de sa citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est pas juste l'individu avec un service public, c'est aussi les individus entre eux. Et dans ce cas-là, il faut bien recontextualiser la place du français et de l'anglais. C'est pas juste la langue que l'individu parle à la naissance ou dans sa famille ou dans son cercle privé, mais c'est quelle langue on veut pour parler entre nous et ensemble. Et le choix du français et de l'anglais, c'est quand même basé dans une histoire et dans la structure même de la Fédération canadienne. Et les langues autochtones ont leur place aussi à avoir dans cette structure-là. Mais pour replacer la question peut-être que notre collègue posait, et en complément de votre réponse qui était peut-être plus sous l'angle économique, je pense qu'il faut replacer ça aussi dans l'angle du vivre ensemble. J'avais sinon une petite question puis remarque, parce que vous parliez beaucoup là, sur la technologie et comment l'univers mental aussi vient un petit peu structurer la manière dont la technologie se fait. J'aimerais partager avec vous une anecdote qu'on m'a glissée.
du développement de l'intelligence artificielle pour améliorer la traduction des documents au gouvernement fédéral. Alors, c'est une anecdote, hein, je vous la répète là de troisième main. L'équipe des ingénieurs qui travaillent à ça, en fait, a vraiment pensé tout un système d'intelligence artificielle qui va traduire les documents, donc français et anglais. Mais l'équipe d'ingénieurs, en fait, a uniquement pensé à la possibilité de traduire des documents de l'anglais vers le français. Parce qu'ils n'avaient pas du tout pensé que ces documents-là pourraient être écrits en français et traduits vers l'anglais. Ils ont présumé, parce qu'ils étaient tous anglophones, qu'en fait, tous les documents au gouvernement fédéral étaient écrits en anglais. Alors, il y avait comme un biais, là, finalement, dans leur réflexion de la technologie. Donc, c'est peut-être, j'aimerais savoir vos réflexions, justement, parce que la technologie, elle n'est pas neutre, elle est forgée par des humains qui ont leurs schémas mentaux aussi en arrière. Madame, vous avez un très bon point. Le problème, c'est que dans ces grandes machines, on fonctionne en fonction de la langue du groupe majoritaire et du système économique qui définit les normes. Le monde de l'informatique au gouvernement du Canada est un monde anglophone. Et on ne pense pas que le français a cette équivalence. Un des changements qu'on a fait au ministère de la Justice à Ottawa était de faire en sorte que, moi je parle par expérience personnelle, pendant des années je rédigeais des projets de loi, j'étais avec un collègue anglophone, rédigeait la version anglaise, et moi je rédigeais simultanément ma version française. Donc on se parle de côte à côte. Mais ça, c'est dans les projets de loi, dans les règlements, dans le fonctionnement de certains aspects. Mais dans la majorité des cas, on fonctionne dans la langue majoritaire. La technologie, lorsqu'elle va être à point, ça va prendre des années. On va chialer pendant des années. C'est correct, ça fait partie du processus. Il fait en sorte que quand je vais écrire un courriel, il va être traduit automatiquement si le collègue veut avoir anglais ou français selon son logiciel. Et l'ordinateur va être capable de lui parler pour dire « Je veux un cornet ce soir au chocolat ». D'accord? C'est banal ce que je dis là. Est-ce qu'on va, d'accord, regarder une deuxième fois la fin de Game of Thrones, OK? Est-ce qu'on est d'accord que Bran a le trône, OK? C'est des exemples comme ça, je l'écris en français, l'autre le reçoit en anglais. Ce que je veux juste dire, c'est que maintenant, ce n'est pas possible. Ça va se faire. Un exemple de cela, quand on va avoir la conférence de IPAC l'an prochain, c'est à Gatineau. C'est au Québec. Le gouvernement du Canada est très clair et leurs documents sont même ici à la table. On commence en français et ensuite en anglais. Dans les documents, c'est en français à gauche, en anglais à droite, parce qu'on est au Québec. La question, est-ce que les gens vont suivre cette norme-là? Je vais juste vous le dire, d'accord? Parce que quand vous traversez la frontière, c'est très clair la norme du gouvernement du Canada. Vous avez le gouvernement du Québec qui va vous dire « Aïe, aïe, là, t'es à Gatineau, là, comme t'es dans le sol québécois, là. Je m'excuse, mais t'es dans le sol québécois. Si tu n'as pas compris, je vais te le rappeler. » C'est très clair, là. Tu traverses la frontière. Donc, mais c'est que quand on n'a pas la culture, la connaissance et qu'on n'a pas des gens, puis rappelez-vous, dans la présentation, on a dit la volonté des dirigeants. Quand ce n'est pas dans la philosophie, dans la structure, ça ne se fait pas à la base. Ça devient toujours un accessoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin des chialeux. Je m'excuse de vous le dire ça, madame, ce n'est pas chialeux négativement, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui sonne la cloche pour dire qu'il y a un problème, on s'acclimate à cela jusqu'à temps que, bref, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est l'importance linguistique, parce qu'un groupe minoritaire doit toujours se battre pour avancer, avancer, avancer. Puis vous allez me dire, ça épuise, mais c'est ça notre réalité, c'est qu'il faut aller au combat, puis les barricades, bien, des fois, ils sont plus hautes que d'autres, puis il faut les contourner, parce qu'on va tous s'épuiser. Puis quand on va par la barricade, on prend une débarque de l'autre côté. Alors, il faut savoir comment la contourner, la barricade. C'est notre réalité. On ne peut pas changer cela, parce que le poids démographique, c'est cela. Et si je peux juste vous dire une chose, madame, au niveau de la technologie, une langue existe parce qu'elle fait de l'argent. Les gens hors Québec apprennent le français, pas parce que c'est les poèmes, puis c'est la culture. Oui, c'est beau, d'accord, c'est très beau. Mais si ce n'est pas rentable, on s'en fout.
OK? Vous allez apprendre l'espagnol parce que vous allez savoir comment avoir un party quand vous allez au Mexique. Vous n'allez pas apprendre l'espagnol si vous n'allez pas en voyage. Mais parce que vous allez 2 semaines là-bas, à Cancun, whatever, vous allez apprendre un peu d'espagnol pour avoir de l'air à savoir où est la salle de bain. D'accord? Quand j'ai le va-vite, il faut que je cherche où est la salle de bain. Puis des fois, ça ne se dit pas en anglais ou en français, ça se dit en espagnol. Bon, ben bref, trouve le mot. Puis tout le monde comprend ce que je dis ici. Donc, une langue existe parce qu'elle fait de l'argent. Donc, la technologie doit amener ce rendement économique-là. Et juste pour finir là-dessus, madame, dans notre société, les politiques linguistiques, ce sont des droits individuels. Le Québec le voit comme une société identitaire collective. Et l'exemple le plus flagrant de cela, madame, c'est quand vous lisez le préambule de la loi sur la neutralité de l'État, c'est la seule place au Canada dans un projet de loi qu'on parle de la société. On ne dit pas la société ontarienne, ça ne se dit pas ça. C'est un genre de mandat collectif. Donc, la langue est un débat collectif au Québec. C'est toute la question de la société distincte et ces éléments qui sont rattachés. Dans les autres provinces, c'est l'individu. Vous allez à une école secondaire en français au Manitoba, chaque personne revendique, chaque citoyen canadien, c'est ça que l'article 23 dit. Ce n'est pas là la collectivité, mais c'est un droit collectif de s'autogérer. Mais c'est l'individu qui le demande. Le droit à la liberté, c'est un individu. Donc, c'est des droits individuels. Le Québec, lui, dans son contexte identitaire, en fait une société collective à l'intérieur de ses champs de compétences. C'est pour ça que la façon de comprendre les débats linguistiques ne sont pas toujours les mêmes, pas parce que ce qu'ils font au Québec, ce n'est pas correct, c'est juste que c'est une autre perspective gouvernementale qui n'est pas la même. Puis ça, c'est la réalité d'être dans une situation minoritaire, dans un pays qui majoritairement parle anglais. Merci beaucoup, M. Levasseur. Il est 1h58. J'aimerais une dernière question et semble-t-il qu'il y a une question sur Slido. Donc, j'inviterai Amit à venir la poser ou je pourrais la lire aussi. Donc, comment convaincre les gouvernements anglophones de l'importance d'investir dans les services de langue minoritaire? Je vous inviterai une réponse d'1 minute, 2 minutes. Trois choses. Un, si tu n'as pas le bâton, tu ne peux pas faire avancer les choses. Ça veut dire quoi? Les recours judiciaires. Autant que ça nous épuise, c'est la seule façon de faire changer ce qui est là. Regardez les causes qu'on a en Colombie-Britannique, au Yukon, pour avoir des écoles secondaires de langue française. Vous allez tous comprendre le débat. C'est des combats qui durent des années, qui épuisent. C'est des combats qui durent 7, 8, 9, 10 ans. Donc, il faut avoir cette décision-là judiciaire. 2, on doit démontrer l'importance que le français, les minorités de langues officielles, c'est rentable. Si ça ne fait pas d'argent, who cares? Je m'excuse de vous le dire, là. Avant qu'on ait les décisions des tribunaux, personne ne savait que c'était quoi un Autochtone. Puis avant la Charte de 82, personne ne savait qu'il y avait des droits constitutionnels aux Autochtones. Okay? Personne ne savait. Aujourd'hui, regardez ce matin la présentation, on fait venir un chef du traité 1, regardez tous les gens, comment est-ce qu'ils se présentent, puis on reconnaît le territoire ici ancestral. Il y a 40 ans passés, on ne savait même pas comment l'écrire. D'accord? Aujourd'hui, on est capable de dire de quelle tribu vous appartenez. Donc, ce rapport de là est là, puis 2, parce qu'il y a un poids économique. La troisième des choses, c'est que vous devez prendre les gens et les intégrer dans la communauté. Tant qu'ils ne l'ont pas vu, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc, vous vous posez la question, combien de fonctionnaires qui sont ici du gouvernement du Manitoba sont déjà passés une soirée à Saint-Boniface? Il y en a combien ici? Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Non, mais je trouve ça très bien, mais vous n'avez plus de 300 inscrits. Il y en a combien ici qui peuvent dire qu'ils sont allés prendre une brosse de l'autre côté? Ils vont y oublier si la bière n'est pas chère. But, tu sais, autrement, ils vont aller ailleurs. Puis c'est ça notre réalité. Il faut les intégrer dans le système, mais il faut que tu aies le bâton, il faut que tu aies l'autre côté qui est la carotte, qui est l'argent, le rendement économique. Puis l'autre, c'est l'intégration par la connaissance. Tant que tu ne l'as pas, c'est ça qui fait l'intolérance parce que tu as l'ignorance de l'autre. Bien, merci beaucoup, M. Levasseur. Il est 2h01. Donc, merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Je vous invite à continuer la réflexion, continuer ces conversations avec M. Levasseur au courant de la conférence. Et sur ce, je vous invite de continuer à réfléchir de la technologie et des langues officielles ici au Manitoba et au Canada. Donc, merci beaucoup. Bien fait.